Donc voilà, Émilie, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là dans Merci. le cadre d'Il fera beau demain, donc le mouvement positif de refondation du CDH, donc qui veut proposer de nouvelles idées, et, une nouvelle vision de voir un petit peu notre société. Et donc, un thème choisi ici pour travailler avec toi, c'est évidemment l'impact du Covid sur les familles. Donc, je vais d'abord te présenter très rapidement. Tu es psychologue clinicienne, tu es également aptonome, si je ne me trompe pas, et tu suis également actuellement une formation donc spécifiquement sur les familles. C'est bien ça? Oui, sur le burn-out parental à l'UCL, oui. Ok. Donc, on rentre pile poil dans les Dans le cordes sujet. et dans notre thème d'aujourd'hui. Eh bien, voilà, on va attaquer le vif du sujet et donc les différentes questions qui ont été posées et que j'ai à te poser sur ce sujet, donc sur l'impact du Covid justement sur les familles et sur la question de la santé mentale et des aspects un peu psychologiques, je vais dire, du Covid, qu'on oublie Mhm. un petit peu et qu'on oublie un petit peu de trop, selon moi et selon toi, je n'en doute pas. Et donc, voilà, première question un peu large, un peu, je vais dire, un peu globale. Est-ce qu'il y a un impact? Je doute bien de la réponse, mais quel est cet impact en termes de santé mentale, justement, donc sur les familles? Ok, merci Antonin. Eh bien, ce qu'on remarque actuellement, ça va plutôt être le déséquilibre qui est arrivé au fur et à mesure des mois, vu que maintenant la crise sanitaire, elle dure depuis quand même un petit temps. Ce déséquilibre qui fait la santé mentale, il faut savoir que la santé, c'est toujours un équilibre entre nos stresseurs et nos ressources. Et que là, actuellement, cette durée dans cette crise sanitaire fait qu'on a davantage de stresseurs et que l'équilibre de la balance, finalement, est complètement rompu et penche, du coup, beaucoup plus du côté des stresseurs que des ressources. Et donc, l'équilibre de cette santé tend tout doucement à pencher d'un certain côté de la balance. Voilà, ça c'est l'impact le plus important. L'autre caractéristique vraiment propre à cette crise sanitaire, c'est que finalement, elle touche plusieurs casquettes de nos vies. Quand on parle de l'impact, il est aussi bien personnel, mais il est aussi professionnel, il est aussi conjugal, il est familial. Et donc, cette crise, elle impacte de nombreux stresseurs, mais dans beaucoup de casquettes de notre vie. Et aussi, tous les membres d'une famille, finalement, sont impactés. Et ça, c'est plutôt rare. Tous ces domaines et toutes ces casquettes de notre vie impactent tous les membres personnel de notre vie. Et donc, quand on prend toutes ces casquettes impactées, qu'on prend tous les membres de notre famille et qu'on mélange tout ça, on arrive à une famille actuellement impactée par le Covid en 2021. D'accord. Donc, si je comprends bien, hein, ça veut dire qu'avant, lorsqu'un membre de la famille allait avoir des difficultés, par exemple, à son travail, etc., ça allait être un seul membre de la famille, alors qu'ici, ce stress en lui-même, il arrive un peu sur tous les membres. C'est ça Oui, qui rend la chose un peu plus complexe, quoi. ça qui rend la chose la plus complexe, ça veut dire que les ressources de chacun tendent à diminuer et là où on pouvait trouver éventuellement du soutien ou du partage auprès de notre propre cellule familiale ou même auprès de notre réseau social, là aussi, le manque commence à gagner beaucoup de terrain sur ces longs mois de crise sanitaire qu'on traverse. Ok, ok. Et donc, est-ce que cela implique, est-ce qu'il y a des chiffres sur l'augmentation, par exemple, des crises familiales, des séparations, et aussi des consultations vers les personnes spécialisées, je veux dire? Alors, des chiffres, je peux pas vraiment, je suis incapable de t'en donner. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que vraiment, après les vacances de Noël, moi, personnellement, j'ai remarqué une recrudescence énorme en termes de demandes de consultation, des anciens patients qui sont venus, des nouveaux patients qui sont arrivés. Et quand je suis arrivée à un moment donné à plus pouvoir répondre à cette demande et que je me suis tournée vers mes collègues, ils étaient exactement dans la même situation que moi. Donc, janvier 2021 a vraiment marqué un tournant, je pense, dans la durée de ces ressources qui commençaient vraiment à s'épuiser. Et de nouveau là, hein, c'est tout secteur confondu. Moi, je fais du soutien plutôt adulte et familial, mais c'est pareil chez mes collègues qui font du soutien aux enfants, qui font du soutien aux ados. C'est pareil pour les thérapeutes conjugales aussi. Donc, de nouveau, ça impacte tous les secteurs de soins de santé. Et on remarque aussi que ce qui, ce qui tenait au premier confinement, là où certaines personnes arrivaient à garder la tête hors de l'eau parce qu'ils avaient encore les moyens, les ressources et l'énergie, on voit que même ceux-ci
se fragilise plus maintenant. Voilà. Qu'est-ce qui change par rapport au premier confinement? Mais je pense que le premier confinement, il a été vécu d'une autre façon. Je pense que clairement, certaines familles m'ont beaucoup parlé de ce retour aux sources par rapport à la qualité de vie familiale ou le fait d'avoir mis sur pause notre vie professionnelle, nos activités extrascolaires et même personnelles nombreuses, avaient fait un retour aux sources qui était à ce moment-là très très précieux. Faut pas oublier aussi qu'on avait une météo vachement clémente, qu'on avait une belle lumière et tout ça, tout ça tenait bien à ce moment-là. Mais ici, on est vraiment dans un facteur de temps qui fait qu'on est plus épuisé parce que notre vie sociale nous manque, qu'on a moins aussi, la météo n'a pas été des plus clémentes et que toute cette vie extra-familiale venait aussi à diminuer en tant en quantité qu'en qualité. Ok. Moi, j'avais aussi une question par rapport, j'ai reçu cette question-là. Est-ce qu'il y a des nouveaux problèmes familiaux qui apparaissent, je vais dire, à cause justement de cette période Covid? Donc, des choses qui n'existaient pas avant dans les foyers et qui arrivent maintenant petit à petit, liées par exemple au télétravail, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les stresseurs, je pense, de toutes ces casquettes qui font notre vie complexe, hein, notre casquette professionnelle, notre casquette privée, il y a plein de nouveaux stresseurs qui sont arrivés. Tu parlais du télétravail, c'est une chose, mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de régimes horaires qui ont été adaptés, des gens qui ont dû travailler avec des horaires différents de ceux qu'ils avaient d'habitude, mais parfois même, j'ai une patiente qui a des horaires différents chaque semaine. Des notes de service à n'en plus finir, des emails qui se retrouvent, qui se voient bombarder nos boîtes emails. Tout ça, c'est des stresseurs et c'est aussi des choses qui nous sortent de nos routines habituelles. Il faut savoir qu'on travaille à l'écologie et à l'économie mentale et donc toutes ces choses sont tellement nouvelles qu'on n'est plus dans nos routines habituelles. Et dès qu'on sort de nos routines, on met une énergie qu'on ne mettait pas d'habitude. Donc, tout ça fait que dans nos nombreuses casquettes, on est hors de nos sentiers battus. Je pense même aussi à la scolarité en distanciel. Hein. Il y a pas mal d'ados qui sont à l'école une semaine à la maison et une semaine en cours présentiel. Il y a pas mal de parents qui ont aussi dû du coup revêtir leur casquette de parents profs ou en tout cas accompagner la scolarité de leurs enfants. Je pense aussi au premier confinement où quand l'école primaire était fermée, j'étais en plein dedans, où on a été pas mal de parents à se retrouver à devoir aussi pallier à l'école qui n'était plus là et continuer à veiller aux apprentissages de nos enfants. Et tout ça augmente aussi le stress des parents qui travaillent et qui continuent à veiller sur leurs ados, sur leurs petits. Ça augmente aussi la charge mentale. Et ce qui est nouveau aussi, c'est que toutes nos ressources ont disparu, nos ressources sociales, nos soupapes, nos lâcher-prises, tout ça a disparu. Et donc, tous nos stresseurs ont augmenté et nos ressources ont diminué. Et ce qui est nouveau aussi, c'est ce martèlement médiatique, finalement, auquel on est tous confrontés. Bon, ce Covid, personne ne le connaissait, tant d'un point de vue social qu'économique que biologique. Et donc, il y a vraiment un martèlement au niveau des informations. Et je pense que comme tout parent et toute famille, on est sensible à avoir des bonnes indications et des bonnes marches à suivre. Et que du coup, on en prend plein la figure et plein les oreilles par rapport à ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'il est conseillé de faire, ce qu'il n'est pas conseillé de faire. Et ça aussi, je pense que ça fragilise à long terme les tentatives et les charges mentales des familles belges. D'accord. Donc, si je comprends bien, dans ce que tu as dit au début, c'est un peu l'absence de cloisonnement entre nos vies qui renforce alors ce malaise qui peut arriver chez certaines personnes, quoi. Oui, et puis, le fait d'être tous confrontés, chaque membre de la cellule à ces différentes perturbations et pas pouvoir non plus être la personne ressource pour l'autre membre de la famille qui, en temps normal, aurait pu retrouver à ce moment-là un petit refuge de ce côté-là. Oui, c'est ça. Donc, si je comprends bien, dans une famille où il y a un coup de moins bien chez un des membres de la famille, il y a une sorte de solidarité entre les membres de la famille et c'est celui qui est plus fort à ce moment-là, je vais dire, qui va remonter le moral. Je vulgarise, hein, parce que j'essaye en tout cas de comprendre. C'est un peu ça, quoi. Oui, et puis toutes les familles, bien sûr, quand je parle d'ici, je parle de la santé, enfin, je parle de la santé mentale des familles qui sont actuellement
plus impactées. Heureusement, il y a des familles qui vont encore très bien, hein. Il y a des facteurs qui vont permettre de justement résister à cette crise, là où il y a des facteurs qui vont effectivement fragiliser davantage certaines familles que d'autres, donc ne sont pas spécialement impactés, mais on sent vraiment que la longueur et le manque de perspective aussi, parce que ça fait longtemps que ça dure, mais on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Et cette manque de perspective fait qu'on a du mal à s'accrocher à quelque chose et se dire, allez, c'est bon, plus que X temps et puis ça ira. Bon, la vaccination laisse permettre quand même d'entrevoir un horizon, mais on n'en est pas toujours aussi certain que ça, quoi. Ok, donc ça c'était la partie un peu plus constat, mais qui est évidemment super importante et très instructive. Maintenant, ben voilà, on a un peu la casquette, casquette famille, casquette, casquette vécu du quotidien, et je suppose qu'il y en a qui nous écoutent qui ont des vécus pas évidents. Pour commencer, quelles seraient les pistes, les stratégies à mettre en place justement? Voilà, on est une famille, qu'elle soit recomposée ou pas, qu'il y ait beaucoup de membres ou pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour essayer de résister entre guillemets à cette période un peu compliquée? Moi, dans un premier temps, j'inviterais toutes les personnes qui nous écoutent à prendre peut-être un petit peu le temps pour faire le topo et de vérifier, tiens, moi, où j'en suis dans cet équilibre-là? Où est-ce que j'en suis dans mes ressources? Où est-ce que j'en suis dans mes stresseurs? Faire le point un peu pour juste voilà, prendre ce temps de recul, être à l'écoute de soi et vérifier où on se situe dans son baromètre et dans sa balance. Parfois, c'est intéressant de se rendre compte qu'on a peut-être déjà dépassé un seuil et qu'on n'en avait pas spécialement conscience. Deuxièmement, dans une prise en charge d'une personne ou d'une famille qui serait dans cette difficulté-là, il y aurait plusieurs pistes, mais ici, vraiment comme ça, spontanément, je te dirais que je valoriserais essentiellement les ressources. Donc, aller dans un premier temps, mettre le doigt sur ce qu'on a déjà et qui fonctionne bien, et c'est vraiment de le quantifier au maximum. Trouver, tiens, moi en tant que famille, moi en tant que personne, c'est quoi les ressources que j'ai, et cette ressource-là, elle fonctionne, ben voilà, on essaye de la maximaliser, de l'optimaliser le plus possible. Je pense par exemple à autoriser des choses qu'on ne faisait pas peut-être d'habitude, à s'offrir des moments de qualité de vie familiale un petit peu extraordinaires pour célébrer un petit peu cette vie familiale-là. Pas dire oui à toute demande, hein, mais dire oui à des demandes qui vont vraiment augmenter la qualité de vie des familles. Je viserais aussi chaque personne et chaque famille à mettre le doigt aussi sur la coparentalité, à pas avoir peur aussi d'aller chercher auprès de son conjoint à un moment pour lui dire, écoute, là c'est un petit peu dur pour moi, j'ai besoin de toi, tant que c'est possible, hein, bien sûr. La coparentalité est aussi elle-même tributaire de plein d'autres facteurs. Mais ou en tout cas, si c'est pas le conjoint, un parent proche ou une personne ressource, que ce soit professionnelle ou que ce soit familiale, mais pas avoir peur d'aller dire quand effectivement ça devient un peu plus compliqué de gérer toutes ces casquettes-là. Et puis peut-être aussi saisir l'occasion de ce temps particulier pour mettre à bien des projets qu'on avait peut-être dans la tête ou qu'on avait peut-être sous la main, des choses qui auraient donné davantage de sens et de qualité à notre vie. Et puis aussi, j'avais envie de vous parler d'un petit outil qui a été créé par les mutualités chrétiennes et qui s'appelle Dr Mood. C'est une application que vous retrouverez facilement sur les plateformes d'application habituelles. C'est un outil qui a été validé scientifiquement, donc c'est important de le dire. C'est un outil qui va vous permettre de vous évaluer tout à chacun par rapport à cette balance de ressources et de stresseurs, et si besoin, d'avoir déjà éventuellement des premières pistes d'intervention. Et justement, en piste d'intervention, ne jamais vous oublier ne pas oublier de vous dire que si vous en avez le besoin et si vous ressentez qu'à un moment donné c'est compliqué, que vous avez un peu la tête dans l'eau, ben on est plein de professionnels ici à être disponibles et prêts à vous recevoir pour déposer tout ce qui fait votre difficulté au quotidien. Ok. Dans les ressources, quand tu parles de ressources, donc c'est exploiter les choses qu'on aime, si je comprends bien, exploiter au maximum, je veux dire nos loisirs, nos préférences, des choses qu'on aime faire, si je comprends bien. C'est vraiment ce qui va toi te donner une soupape pour permettre de récupérer et de recharger tes batteries. Alors ça, fatalement, ça peut être dans plein de domaines et plein de choses différentes. On peut effectivement parler de repos, on peut effectivement parler d'expression, on peut parler de temps de qualité. Voilà, le domaine est vraiment très vaste et très large.
Et là, en consultation, on va se permettre de voir ce que sont les ressources des personnes, puisque chaque ressource est très différente. Les identifier, parce que parfois, on n'a pas toujours conscience. Et une fois qu'on les a identifiées, aller les chercher et les valoriser. Mais les ressources, ça peut être aussi des personnes extérieures, hein, comme on parlait de la coparentalité, le conjoint, le fait parfois que certains parents prennent beaucoup sur leurs épaules et juste parfois leur permettre de se rendre compte que on est parfois deux et que ça aide des deux, ou qu'on peut avoir un grand-parent disponible et qui ne demanderait que ça, de pouvoir éventuellement aider, ou un professionnel, que ce soit pour l'aide scolaire des enfants, etc. Et donc, Émilie, toi, en tant que psychologue, ça ferait partie des choses que les gens iraient rechercher en consultation, que une partie en tout cas, c'est d'aller essayer d'identifier les choses qui vont bien et Oui. donc qui vont permettre. C'est ça, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Alors, de s'appuyer sur ce qu'on a déjà, ça c'est important, parce qu'on a tous des ressources, et d'en développer des nouvelles. Voilà, OK. Ouais. Ben, c'est un peu la difficulté de chacun. On a ici un commentaire en live, donc je le lis, de quelqu'un pour qui c'est la pratique du sport, comme la marche à pied ou la course, qui fait du bien à la famille et à lui-même. Je suppose que c'est un grand classique, mais qui est une valeur sûre. Oui, alors le sport en individuel, le sport classique. Alors heureusement, on n'a pas toujours besoin de salle de sport, et pourtant Dieu sait, enfin, je pense à tous mes copains de la salle de sport que j'ai plus vue depuis très longtemps, mais ouais, on a la possibilité aussi de pouvoir faire ce sport-là en dehors de chez soi, même si les salles sont fermées. Mais je pense aussi à une famille qui m'avait expliqué que ce qui était gai, c'était d'aller manger sa frite le dimanche soir dans une terrasse dans une ville de la région. Et puis de se dire, finalement, vous pouvez peut-être célébrer certains moments en famille, alors peut-être pas dans une terrasse de la région, mais pourquoi pas en faire venir les frites jusqu'à chez vous. Enfin voilà, c'est une proposition classique, et que je sais que certains n'auront pas attendu de me l'entendre dire pour le faire, mais voilà, c'est pour dire que tout est possible, et surtout tout est à faire, vraiment. C'est vraiment cette idée de venir un peu casser la routine, casser un petit peu Ouais. la temporalité qui n'a plus de haut et de bas. On est Oui. vraiment sur de la routine, sur quelque chose de très linéaire. Et le but, si je comprends bien, c'est de venir vraiment casser Ça menait des hauts, quotidien. pour reprendre un peu l'image que tu disais, de ne pas attendre que ce soit la vie et la situation qui nous les amène, de se les donner, ces hauts soi-même, de les identifier OK. et de se les donner, de se les apporter. OK, super. Eh ben, il y a pas mal il y a pas mal de choses déjà. Moi, j'écoute attentivement, je bois les paroles, hein. C'est intéressant. Je regarde un petit peu mes notes. Donc oui, j'avais posé la question des stratégies. Euh, il y a vraiment un truc avec la météo qui est pas pour le moment hyper top, etc. Je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont peut-être dans des espaces un peu plus petits, qui n'ont pas spécialement d'immenses jardins ou des possibilités de balade. À l'intérieur vraiment de l'habitation, dans une pièce même. Est-ce que tu vois des pistes ou pas pour essayer de changer un peu ce quotidien et de ne pas rester tout le temps dans les mêmes meubles et, je ne sais pas, hein, mais j'ai l'impression que parfois ça peut jouer aussi sur le. Ouais. Alors, mis à part jouer à un jeu de cache-cache géant avec les enfants et de les laisser le plus longtemps possible dans leur cachette, non, mais j'inviterais surtout à essayer de privilégier l'espace personnel de chacun, en n'ayant pas peur. Alors, les enfants, les ados, je pense que pour ça, ils auront pas de souci à pouvoir identifier ce besoin-là, et je pense qu'il faut leur autoriser peut-être un peu plus que d'habitude à avoir cet espace pour eux, et de pouvoir un peu s'isoler quand on a trop vu les mêmes têtes dans la maison. Mais je pense que c'est surtout un besoin qu'il faut pouvoir autoriser chez les parents. Pouvoir se dire j'ai le droit à un moment donné de me reposer seule, sans les membres de ma famille. Et si je dis ça, c'est pas parce que je les aime pas, ou c'est pas parce que je les aimerais plus, c'est vraiment parce que j'ai besoin aussi de ce temps de ressources. Et ça doit, je pense, passer par une pièce qui ne soit pas la pièce de vie dans laquelle tout le monde se situe. Et ça, je pense que ça doit être important de pouvoir s'autoriser à le dire à son conjoint, sa conjointe, et que c'est surtout important que ce soit respecté. Voilà. Et habituer les gens à ne pas avoir peur de dire excuse-moi, mais là j'ai besoin de Ouais. breaker, j'ai besoin de me ressourcer. OK. Bah, c'était vraiment une question qui me semblait intéressante et la piste est vraiment bonne. Euh,
je regarde un petit peu les notes que j'avais notées. C'était vraiment ça la dernière question, grosse question. Question peut-être un peu plus large, un peu plus sociétale. Est-ce qu'on parle assez de la santé mentale dans la société? Est-ce que c'est un sujet? Parce que ce que tu viens de dire par rapport justement à un membre du ménage qui doit dire à l'autre qu'il a besoin de temps, etc., je crois que Ouais. c'est un peu tabou et je crois que c'est le genre de choses, on ne va pas se dire parce qu'on va essayer de l'enfuir et se dire oh, ça va aller, etc. Je crois que c'est le genre de choses, on doit entendre dire ben oui, on peut, c'est autorisé, c'est pas grave de dire ça. Ouais, là, mais merci Antonin, là tu mets vraiment le doigt sur quelque chose contre lequel déjà dans la cellule familiale même parler de santé mentale parfois c'est compliqué, c'est culpabilisant, c'est pas les modèles auxquels on a été habitués avec les générations précédentes et pourtant Dieu sait que cruellement avec toutes les identités qu'on a c'est super important d'avoir le plus de ressources possible. Donc dans la cellule familiale c'est déjà pas facile, mais alors dans la société en général, celle encore moins, la santé mentale c'est vraiment quelque chose de très tabou. On en parle très peu, on sait parler de la santé physique. Moi, je suis amenée à parfois avoir des proches, des amis, des patients qui me disent mais si je m'étais cassé une jambe, j'aurais eu encore beaucoup plus facile à prendre soin de moi. Mais avoir des fragilités psychologiques, c'est moins facile à assumer, c'est moins facile à défendre et ça prend plus de temps parfois à la personne pour s'en rendre compte et consulter. Donc c'est vraiment un champ et un domaine où j'aimerais que l'accent soit mis et qu'il soit valorisé davantage pour que chaque personne puisse se sentir en droit de pouvoir se dire je me sens pas au top, ça a déjà été mieux, j'ai peut-être besoin d'un temps, j'ai peut-être besoin d'un break pour aller mieux après, de toute façon. Ok, super. Et donc, ben, si tu avais une proposition à faire par rapport à ce sujet, justement, ben, du psychologique, je vais dire, qu'est-ce que tu proposerais, toi, pour essayer ben, d'améliorer un petit peu le quotidien des gens par rapport à ça? De toute façon, de prendre vraiment la santé mentale comme un sujet qui a toute son importance et qui doit être promu et qui doit être valorisé par nos politiques. Et de deux, pour joindre vraiment le côté concret à ça, de financer et d'aider encore plus au remboursement des séances psychologiques. Ça existe, merci. On rembourse et les mutualités remboursent, mais c'est toujours plafonné en termes en termes de séances et en termes de pourcentage du tarif. Et donc, je pense que ça limite de toute façon, à un moment donné, toute personne à sa prise en charge et aux soins qu'elle se propose, parce que la santé mentale a autant de valeur que la santé physique de chaque personne. C'est une question qu'on a reçue, hein, donc est-ce qu'il faut accroître le remboursement des mutuelles dans les frais psychologiques? On a bien Oui, compris que ton plaidoyer bien était sûr. pour, évidemment. Ouais, Ah ouais. oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment cette question de santé mentale sur le même pied de la santé physique qui est aussi importante. Et ensuite, quand on sera vraiment sorti de tout ça, ce sera vraiment de promouvoir toute la vie culturelle, sportive, sociale, des petits et des grands. On en aura grandement besoin quand on sera sorti. Les enfants de retrouver des activités et les familles de ne pas être empêchées de pouvoir avoir droit à cette vie de qualité culturelle, sportive, aussi bien pour les petits que pour les grands et pour toute la durée de leur vie à chacun. Ouais, c'est, je pense, une excellente conclusion que tu viens de donner là. Ah, effectivement, ouais, moi, je la soutiens aussi, effectivement, énormément. Quand on pourra le faire, la réouverture de tout ça fera énormément de bien à tout le monde, en effet. Eh ben, j'avais prévu de faire une demi-heure de discussion. Je voulais quelque chose d'assez court, assez intense, mais aussi complet. Et ben, j'espère qu'on a atteint ces objectifs-là. Hum, voilà, moi je pense qu'il y aura sûrement d'autres questions qui viendront par la suite. Ça a peut-être fait émerger chez des personnes des questions et des interrogations. Je crois que c'est bien aussi de laisser retomber à ce genre de sujet. Ça va pouvoir permettre aux personnes de rebondir un peu dessus. Je suppose que tu es évidemment disponible, Disponible. etc., Oui. dans ton métier, dans ta profession, sans aucun problème. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont, ben voilà, qui ressentent le besoin d'eux, ou poser une simple question, je pense qu'Émilie, psychologue, est là pour vous aider. Ben, commencer tout d'abord par, enfin finir plutôt par te remercier. Mais c'est moi, C'était vraiment. vraiment super intéressant. Et voilà, avant de commencer cette réunion et en la préparant,
J'avais plein de questions qui venaient, et c'est des questions qui viennent assez facilement, parce que je pense que la plupart des gens sont dans des situations comme ça, de télétravail, de vie de famille, d'absence d'école, etc. Donc, il y a une dernière question, et je pense qu'on peut la faire. Oui. Elle est intéressante aussi. C'est le rôle du travail, et je crois qu'on pourrait faire une conférence exclusivement sur l'impact du travail et du télétravail sur la vie de famille et sur la santé mentale. La personne mentionne le fait qu'il y a éventuellement des dérives de la part de certains employeurs qui profiteraient de cette situation. Est-ce que c'est constaté ou pas du tout? Euh, alors, je ne sais pas si c'est constaté. En tout cas, moi, de mon point de vue, je ne suis pas assez dans ce domaine que pour le constater. Maintenant, ce que je sais, c'est que le télétravail était une solution qui s'est présentée sur un plateau et qui a satisfait du coup pas mal de soucis à l'époque et qui étaient bien sûr nécessaires, mais ça n'a pas été très très bien géré. Je pense que les travailleurs n'étaient pas prêts à se rendre compte des causes, des conséquences que le télétravail allait impliquer. Et l'employeur, à mon avis, ne savait pas spécialement bien gérer cet outil-là non plus. Donc, on a eu une année ainsi, à mon avis, un peu d'essai-erreur par rapport au télétravail. Il y a des choses qui ont certainement été améliorées. J'ai entendu pas mal de télétravailleurs demander aussi à revenir travailler sur leur lieu parce que ça commence à être difficile à gérer. Et voilà, télétravail ne veut pas dire justement d'enchaîner pour un parent toutes ces casquettes du quotidien. Et ça, c'est encore difficile. On n'est peut-être pas assez bien outillé encore par rapport à Ouais. cette option de télétravail. OK. Ben oui, on pourrait refaire une discussion rien que là-dessus, parce qu'en effet, oui, maintenant, je pense aussi qu'il y a sûrement beaucoup de bienveillance de la part de la plupart des employeurs et des travailleurs. Je crois que ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. C'est ce qui rend la chose encore plus difficile, c'est qu'on a Oui, vraiment des situations spécifiques pour chacun. Je crois que c'est un peu le principe en psychologie, c'est qu'il y a aussi des situations qui sont très spécifiques et très individuelles. oui, tout à fait. Eh bien, eh bien, eh bien. Merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment, vraiment Ben, riche. C'était très intéressant. ouais, merci d'avoir amené ce sujet-là parce que je pense qu'encore une fois, on n'en parle pas assez. On a parlé beaucoup du sanitaire, on a parlé beaucoup du physiologique, on a parlé beaucoup de l'économique. Mais merci d'avoir donné aussi cet éclairage sur la vie de nos familles wallonnes et de tout ce que ça implique. Merci à toi. OK. Il nous reste 1 minute et j'ai juste pour essayer, on avait voulu rendre ça interactif et la personne parle aussi de la mise au chômage. Effectivement, dans certaines circonstances, il y a peut-être aussi ce petit stress de conserver ou non son travail qui doit jouer Ouais. aussi. Ça a dû Ça, sûrement jouer Oui, ça ça fait partie des stresseurs et ça fait même partie des facteurs qui vont précipiter finalement ce déséquilibre. Les familles monoparentales, les familles recomposées, le chômage économique, tout ça, c'est des choses qui vont s'accumuler parfois dans certaines familles et qui vont les rendre encore plus propices du coup aux fragilités psychologiques, quoi. OK, super. Ah ben, voilà, tu as parfaitement conclu. Merci beaucoup, Émilie, pour Mais je ce vous en prie. moment. Au revoir Au à tous et revoir. merci d'avoir assisté à ce live. N'hésitez pas si vous avez d'autres commentaires. Nous restons évidemment à votre disposition pour en discuter sur ça ou d'autres sujets dans le cadre du mouvement Il fera beau demain. Au revoir à tous.